merci à Xebia de nous accueillir dans ces charmants locaux. Un très bel ascenseur. Et merci à vous d'être venus aujourd'hui. Je m'appelle Jérémy Godon, je suis responsable de l'équipe iOS chez Page Jaune. Et voici Jeffrey Mako. Bonjour. C'est un des piliers de l'équipe de dev iOS chez Page Jaune. Développeurs émérites. Alors aujourd'hui, on vient vous parler de notre intégration continue qu'on a mis en place. On avait fait un petit talk au Coco Heads qu'on avait accueilli chez nous il y a en juin dernier, je crois. C'était le début. Là, il y a en gros 9 mois qui se sont écoulés, donc on a quelques retours d'expérience à faire assez intéressants. Et qu'est-ce que je veux dire? Bah oui, qui utilise ici une chaîne d'intégration continue au boulot? À la maison, je sais pas, mais ouais, une petite moitié quoi. Jenkins, Travis, autre chose? Ok. Voilà, en gros, aujourd'hui, on va vous présenter l'histoire de notre chaîne d'intégration continue. Le plan du jour. Donc d'abord, on va vous présenter le contexte un peu de Page Jaune et les besoins qu'on avait les besoins qu'on avait. Puis on va vous montrer un petit peu bien en détail ce qu'on a construit, quel test on a branché dessus. On va terminer après par des questions et avant avec un retour d'expérience un peu plus chiffré avec les plus, les moins de notre chaîne. Alors en gros, notre contexte, nos besoins. Alors le contexte de Page Jaune, en gros on a 6 équipes, il y a 4 feature teams, ou collaborative teams comme on l'appelle chez nous, qui sont composés donc de dev iOS, de dev Android, d'un designer, d'un recetteur, d'un PO et d'un Scrum Master, Team Leader, chef de projet, un peu responsable fichier Excel, tout ça. Et donc ça c'est 4 équipes qui bossent sur les features de l'appli. Une équipe technique, on va dire, qui va s'occuper de faire en sorte que les feature teams puissent bosser que sur les features et pas sur toutes les choses à côté inhérentes au développement. Et une équipe back-office mobile. Donc ça c'est pour vous mettre un petit peu le cadre, pour vous dire que le code qu'il y a, c'est pas juste un mec dans son coin. C'est une cinquantaine de personnes en tout, ces 6 équipes. C'est plusieurs millions d'euros qui sont investis chaque année par la boîte. C'est une audience cumulée de plus de 30 millions de visites mois. Là, dans ces chiffres-là, je prends iOS, Android, Web Mobile et Windows Phone. Bon, Windows Phone, je ne cache pas que c'est un peu négligeable dans nos stats, mais c'est important de le préciser tout de même. Et en gros, quand une boîte met des millions d'euros, c'est que derrière, il y a un enjeu business qui est important. Chaque fois que des utilisateurs de l'application vont prendre contact avec un professionnel, vont réserver, vont voir des produits que nous leur avons vendus, il faut que ça remonte, il faut que ça soit monitoré, il faut que ça soit mesuré, et on ne peut pas se permettre en production d'avoir des bugs qui empêchent, qui fassent en sorte que le business ne marche plus. C'est pour ça qu'on a besoin de vérifier, de garantir la qualité de notre app, et pour ce faire, il nous faut un outil adapté. Ça marche sur iOS et sur Android. Mais aujourd'hui, on parlera que d'Android. J'espère que ça va bien se passer. On croise les doigts. Que de iOS, pardon. Je voulais faire une blague avec les doigts, c'est pas perdu. Du coup, alors, garantir la qualité de l'application iOS, qu'est-ce que ça veut dire? L'application iOS, c'est 95 000 lignes de code. Un code qui évolue quotidiennement. Donc on fait pas mal de refacto, pas mal de nouvelles stories qui sont maintenant toutes faites en Swift. Donc en gros, depuis 9 mois à peu près, là on doit être à 40 000 lignes de code en Swift versus Objective-C, donc ça fait un gros tiers on va dire. Mais tout ça pour vous dire que tout ce code qui évolue, ces refactos, ce Swift qui rentre, etc., il faut absolument qu'on puisse garantir que ça ne crée pas de régression. On a énormément de développeurs on a un turnover qui est un turnover d'une boîte qui bosse dans l'application mobile aujourd'hui. Le code legacy, la base de cette appli, elle date de mi-2013. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que du super code moderne, que du super code de qualité. Il y a aussi du code de 2013. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est... Ouais, je n'ai pas fini. On a aussi un objectif de taux de crash qui est qui doit être inférieur à 0,5%. Tant qu'il est inférieur, on nous laisse tout gérer. Si ça passe au-dessus, on doit faire quelque chose en urgence. On a donc en ce moment 12 développeurs iOS qui travaillent sur le même code et on a une complexité fonctionnelle de l'application qui est ce qu'elle est. On a beaucoup de cas particuliers, on a beaucoup de clients qui veulent des choses un peu spéciales.
et on a un marketing très créatif. Du coup, forcément, c'est pas simple de garantir qu'on casse pas quelque chose dans cette application quand on fait rentrer 1000 lignes de code dans une pull request, quoi. Il a fallu, pour garantir cette qualité, trouver un outil qui nous soit adapté, à nous, développeurs. Donc il faut que ça soit relativement simple à prendre en main et à utiliser. Il faut que ça soit un outil performant, on ne va pas attendre 3 jours qu'une intégration passe. Il faut que ça soit modulaire parce qu'on a des choses particulières, on a des modules particuliers, on en parlera tout à l'heure, qu'on veut pouvoir faire. Donc il ne faut pas que cet outil soit trop rigide. Il faut absolument qu'on réduise sa maintenance au minimum, parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est se concentrer sur ce qu'on aime faire. Et ce qu'on aime faire, c'est développer. C'est pas configurer, c'est pas régler des problèmes, faire de la maintenance sur des serveurs. Non, nous, on est des devs iOS, et ce qu'on aime faire, c'est ça. Donc, pour se concentrer dessus, il ne faut pas passer de temps à faire de la maintenance. Du coup, notre intégration continue en elle-même, maintenant qu'on a vu le contexte, on a vu nos besoins, je vous propose de la découvrir. Geoffrey, je te passe la petite zapette. Petit cliqueur. Merci. À toi, camarade. Donc, l'historique, en fait. Avant, on avait, comme beaucoup, sont passés par Jenkins, GitLab, une installation un peu custom. Tout était hébergé en interne, c'est-à-dire qu'en fait, on avait nos serveurs Jenkins à nous, on les gérait nous-mêmes, on avait nos Mac mini qui tournaient. On avait GitLab qui était branché sur le réseau interne de PageJaunes, donc on faisait tout fonctionner ensemble. Le gros problème qu'on avait avec ça, en fait, c'est qu'il fallait maintenir les machines, donc maintenir les Mac mini, maintenir les mises à jour de OS X. Il fallait être sûr que tout tourne tout le temps, qu'il ne tombe pas, sinon l'intégration tombait, on ne pouvait plus merger de code. Bref, c'était assez compliqué en fait, à maintenir. C'était pratique au début, quand il n'y a pas beaucoup de code, quand l'équipe n'était pas trop grande, puisqu'au final, ça coûtait pas trop cher, mais au moment où il y avait beaucoup de personnes, c'était très dur en fait, à maintenir. Et donc on a besoin de quelque chose en fait, de beaucoup plus efficace, en fait, quelque chose de beaucoup plus simple à maintenir, quelque chose de beaucoup plus fiable. On s'est dit simplement qu'il nous fallait quelque chose de relativement, enfin qui ressemble à peu près à ça. Donc on avait une intégration continue d'un côté, on avait les devs de notre côté, et en fait ils passaient tout le temps par le gestionnaire de code pour pouvoir communiquer avec l'intégration continue. Ils pouvaient récupérer des rapports ou récupérer l'application à travers le store. Et d'autres entités, donc soit la validation, donc le QA, et le marketing pouvaient aussi avoir accès aux versions buildées de l'application en fait. Ce qu'on a mis en place. On met en place un truc qui s'appelle le Buildbot mobile en fait. L'idée en fait c'est que c'est un projet, c'est tout ce qui va cacher en fait le BBM, on appelle, pour faire quoi, c'est tout ce qui va cacher le DevOps mobile chez PageJaunes. Il y a plein de petits projets qui sont à l'intérieur, mais on appelle tous BBM, comme ça du coup on parle juste de ce projet-là en général. Pour pouvoir faire ça, on s'est dit, bon ben voilà, à quoi ressemble l'intégration continue en général, comment elle est structurée, comment elle est découpée, donc on s'est dit on va déconstruire cette intégration continue, pour pouvoir comprendre où est-ce que nous on veut agir et où est-ce qu'on va pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Donc l'intégration continue est composée de plusieurs parties. La plus basse, c'est l'infrastructure, l'hébergement. C'est tout ce qui est gestion du parc machine, installation, entretien. Le réseau, il faut qu'il soit fiable, il faut qu'il soit sécurisé. Il faut que les machines soient dans un endroit où on soit sûr qu'elles ne soient pas touchées, manipulées par d'autres personnes, qu'elles soient sécurisées. Que les logiciels dessus soient installés, soient à jour, qu'on puisse revenir en arrière si y a un problème sur le logiciel. Donc on ait des machines avec différentes versions de logiciel pour pouvoir garantir et faire des tests sur les différentes versions d'OS X, d'Xcode, etc. Et avoir un environnement qui est toujours sain, toujours propre. Pouvoir en fait reproduire une intégration, un build, c'est super important pour pouvoir garantir que les tests sont corrects en fait. Une autre chose aussi qui est assez importante en fait, c'est avoir différents environnements. Donc l'infrastructure, c'est le matériel, c'est le hardware. Les environnements, en fait, c'est le fait de pouvoir dire, sur cette machine, je veux pouvoir être en mode prod, en mode dev, dans un mode autre, pour pouvoir en fait tester des outils sur cette machine, tester une version particulière d'Xcode, une version particulière de OS X, tester une version particulière de l'intégration continue. Vraiment pouvoir jouer, en fait, avoir vraiment une couche d'abstraction sur la machine pour pouvoir plus facilement manipuler et reproduire au final l'intégration continue. Donc au-dessus de tout ça, comme vous avez pu voir, les choses se stackent de base à haut. Donc on a les machines, on a les environnements, au-dessus de ça on a les composants. Donc qu'est-ce que sont les composants? Au final, les composants ce sont ce qui va permettre de communiquer avec les outils bas niveau. Donc par exemple pour Git, avoir quelque chose qui permettrait de très simplement cloner. Pour Xcode, avoir quelque chose qui permettrait simplement de faire des tests, d'analyser ou d'archiver. L'idée en fait c'est de se dire, ce petit script que je vais avoir, qui sera au-dessus d'Xcode test, je vais l'appeler, lui passer un paramètre ou deux,
Et c'est lui qui va gérer la version Xcode. C'est lui qui va gérer toute la complexité d'appeler le command line en dessous en fait. Comme ça du coup, il va l'abstraire. Moi je veux juste appeler ce composant pour pouvoir simplement faire ce que je veux faire. Quand je vais vouloir exprimer mon besoin, donc faire l'intégration continue, je vais dire ben voilà, j'appelle Xcode test, j'appelle analyze et je déploie. Et eux là-bas, ils vont appeler les outils qui peuvent évoluer, qui sont plus complexes à manipuler. D'autres types de composants, comme par exemple celui pour pouvoir déployer sur iTunes Connect ou sur Fabric Beta, ou même pour pouvoir faire des rapports sur Slack ou à travers des mails, par exemple avec Mailgun. Les workflows. Donc, on s'est dit qu'on a fait cette version continue, quelle est notre valeur ajoutée en fait. Donc, on est bon. Maintenir du Mac Mini, moi j'aime pas trop ça. C'est une perte de temps, enfin, pour moi c'est une perte de temps et c'est une perte d'argent pour la boîte qui m'emploie à maintenir du Mac Mini. Gérer les environnements, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de valeur ajoutée. Faire des composants, je pourrais faire des customs qui pourraient être pratiques. Là, je commence à avoir un peu de valeur ajoutée. Mais là où j'ai vraiment beaucoup de valeur ajoutée, en fait, c'est dans les workflows. C'est dans l'expression de mon intégration continue. En fait, dire ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est des tests unitaires, des tests fonctionnels, du déploiement, de la production. Donc, c'est différents types de workflows. On a découpé nos besoins en un workflow pour le test unitaire, un pour le test fonctionnel, un pour le déploiement, un pour la production. Donc, on a vraiment séparé la responsabilité pour pouvoir mieux maîtriser ce qu'on fait, en fait. Par exemple, le workflow de test unitaire, c'est très simple. Les TU sont bloquants, s'ils ne passent pas, ça ne marche pas. Pareil, la pull request ne passe pas si les TU ne passent pas. Ils se déclenchent à chaque pull request. Dès qu'on est sur le repository qu'on fait un pull request, il se déclenche. Quand on pousse sur les différentes branches, il se déclenche également. Et il sert aussi à vérifier la configuration du projet, parce qu'en général, dans le projet Xcode, on va avoir les schemes, on va avoir les configurations, on va avoir les variables d'environnement, on va avoir plein de choses qui vont influer sur le build final. Et en fait, c'est lui qui va garantir que le projet est correctement configuré pour pas que, quand on ouvre l'application en prod, on se dise je vais avec la mauvaise URL du serveur ou des choses comme ça. C'est lui qui va garantir en fait que l'application, il fait le minimum de garantie sur la qualité de l'application. Et aussi, il va notifier les développeurs à travers GitHub ou à travers Slack en cas de problème. Le workflow de déploiement. Donc lui, il est ultra pratique. C'est lui qui va servir à déclencher. Donc il va se déclencher sur chaque push sur develop et sur release. Et il va par exemple générer le changelog, déployer la version sur Fabric Beta, notifier toujours pareil les développeurs, la recette à travers Slack et à travers des emails. Et ce qu'il fait en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on l'appelle, il fait une nouvelle version. C'est-à-dire qu'il fait une pull request. Les TU passent, ils sont validés parce qu'on ne fait pas de bug. On déploie automatiquement, c'est-à-dire qu'on fait énormément de déploiements par jour. L'avantage de ça, c'est qu'on a toujours du code sur Fabric, on a toujours une application qui est à jour en fait. Je ne suis pas rentré en détail sur le workflow de production parce que au final, la production, c'est un déploiement, mais sur l'iTunes Store. Donc au final, c'est à peu près la même chose avec quelques réglages qui changent. Donc ça sert à pas grand chose forcément de rentrer dedans. Et pour tout ce qui est release, pour garantir en fait que l'application soit simple à uploader sur le store, tous les soirs on teste que la build release fonctionne correctement parce qu'il y a toujours des petits changements à faire. Les rapports, c'est super important quand on a un système d'intégration continue, de savoir ce qui se passe, de suivre ce qui se passe, d'avoir un œil sur ce qui se passe dans le CI. Et donc du coup ça se fait à travers un système de reporting. Par exemple, bon bah là c'est un truc assez basique au final. C'est juste en formatant, donc c'est une forme de rapport, le changelog, c'est en formatant correctement nos commits, on a des changelogs qui sont automatiquement générés avec les bug fixes ou bien avec les features qui sont faites dans la release. Ça permet aux autres personnes au marketing ou à la validation d'avoir accès à ce qu'il y a dans la build en fait. Bon là on voit qu'il y a des petits problèmes d'encodage, on l'a vu, on va le gérer. C'est pas... L'autre moyen de notifier, d'avoir des informations sur ce qui se passe sur le CI, c'est Slack. On a pas mal parlé. On a un channel sur lequel on voit tout ce qui se passe en live sur l'intégration continue. Donc par exemple là, on a un message comme quoi Jérémy, son intégration, ses tests sont finis, ils ont été faits avec succès et son déploiement a été fait avec succès. On ne montre pas tout, mais en fait, avancer à d'autres étapes, il y a la création de la pull request, le début du test, on voit la fin du test et la fin du déploiement. Donc il y a aussi le début du déploiement. Mais bon, ça ne sert à rien de tout montrer, juste pour vous montrer que l'intégration est forte, que l'intégration continue arrive à matcher son user Slack et son user GitHub au final pour pouvoir savoir qui c'est, pour pouvoir parler à la bonne personne, parce que quand il fait son test, ça lui envoie un message à lui, et ça envoie aussi un message
sur le truc général. Comme ça, du coup, il est notifié personnellement que sa pull request ou ses pull requests avancent. Ou sont cassés. Ou sont cassés. Et il peut directement agir dessus, il a le lien là, sur l'intégration ou bien sur GitHub. Autre chose aussi qui est super important à avoir dans l'intégration continue, c'est la supervision. Il faut pouvoir voir, il faut pouvoir avoir la possibilité de contrôler tout ce qui se passe à tous les niveaux en fait. C'est pour ça qu'elle est reliée à tout. Parce que c'est l'une des choses les plus importantes, maîtriser ce qui se passe et restituer et pouvoir récupérer l'état des intégrations pour le manipuler, pour le modifier en fait. Donc aujourd'hui notre solution, c'est une solution SaaS, parce qu'on ne voulait pas forcément gérer du matériel. Il n'y a pas de maintenance matérielle, peu de logiciels. Les outils sont relativement simples et rapides à administrer. C'est ultra modulaire, je vais revenir dessus. Et c'est intégré avec GitHub, Slack, Fabric, l'App Store et plein d'autres choses. Et aussi notre solution qu'on utilise aujourd'hui, elle est open source. Parce que des fois on a besoin de faire quelque chose de vraiment particulier et sur open source c'est pas possible. Et donc du coup, vu qu'on a accès au open source, on peut faire des modifications qui sont plus profondes dans le service et dans le système. Donc c'est Bitrise, cette solution. C'est une petite capture d'écran qui montre rapidement à quoi ça ressemble, si vous voulez, un workflow. Donc ça, c'est un composant. Donc il faut voir les composants vraiment comme des Lego en fait. Et tout ce que je dis, c'est que je lui mets le composant git clone, je lui passe l'URL, donc là je ne montre pas, mais en paramètre, je lui passe l'URL du repository. Automatiquement, il va chercher le projet iOS, il va le builder et l'archiver. Ce qu'il aura archivé, il va faire une variable, le passer à Fabric, Fabric va le balancer sur Slack. On lui passe juste l'URL du message Slack, l'URL du channel Slack, et après il est autonome. Pareil pour master, sauf que là il n'est pas sur ITunes Connect. Donc ça c'est deux types de workflows, pas les nôtres, c'est ceux qui montrent par défaut, mais c'est vraiment aussi simple que ça à manipuler en fait. L'abstraction est vraiment assez forte. Donc ça c'est un petit bout d'interface, donc pour montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est relativement clair et simple à manipuler. Donc là c'est une capture d'écran, on voit qu'il date du 30 mai, mais on peut voir une intégration qui a réussi, un pull request qui a réussi, un pull request qui a échoué, donc c'est globalement ce qu'on va quasiment tout le temps voir sur Bitrise, on ne va pas vraiment voir beaucoup de choses de plus que ça. Et c'est un résumé, donc globalement ce qu'il fait c'est que lui il a une console qui tourne en live et donc on peut voir tout ce qui se passe en live et à la fin il fait toujours ce petit résumé sur la console. Et donc ça c'est sur une intégration relativement simple dans laquelle il y a peu d'étapes, où on peut voir que tout s'est bien passé, le temps d'exécution et le temps total de l'intégration. Bitrise compatible avec pas mal d'outils, et c'est plus de 120 plateformes et produits tierces, donc du coup la plupart du temps il peut s'intégrer avec ce que vous utilisez, je pense. Et si ce n'est pas le cas, on peut faire un composant custom. Donc les composants custom. On en a fait un par exemple pour la génération de changelog, c'est un composant custom, c'est-à-dire qu'on a fait une brique qui dans Bitrise on peut directement appeler et mettre à un endroit dans le workflow pour pouvoir générer automatiquement le changelog. Pareil pour le mapping des comptes GitHub et des pseudo Slack, automatiquement on met, il nous voit et il fait la communication. La vérification de la configuration de build Xcode, pareil c'est un plugin custom qu'on a fait. Et on a d'autres en cours de développement qui sont finis, qu'on n'a pas forcément mis en prod, comme l'utilisation de FOPA, d'Infer de Facebook ou de Privoxy qui est un proxy. L'idée avec Privoxy, c'est qu'on s'était dit, on veut pouvoir lancer l'application à l'intégration continue, avoir un proxy qui tourne, avoir toutes les requêtes qui passent dans l'intégration, les dumper, les recevoir par mail ou sur un serveur pour pouvoir derrière les traiter et voir si tout se passe correctement en fait. Au final, on a ça. Voilà. Donc on a les développeurs qui font des pull requests sur GitHub. GitHub, dès qu'il reçoit une pull request, en API REST, il parle à Bitrise. Bitrise fait l'intégration continue, il tourne, il remonte à GitHub, ça a marché, ça a échoué. Si ça a réussi ou si ça a échoué, il envoie des notifications sur Slack aux développeurs et aux QA. Et si ça a réussi, il déploie sur Fabric. Et donc l'idée c'est que tout le monde ait accès à l'application tout le temps. Et du coup c'est relativement pratique et agréable à utiliser. Merci Jeff. Alors du coup on a vu nos contextes, nos besoins, notre intégration continue, et tout ça c'est bien joli, mais en fait si on s'en sert pas, si on met pas de test dedans, ça sert pas à grand chose, c'est joli, mais donc le prochain point c'est tout simplement qu'est-ce qu'on a branché dessus, quel test. Alors, quel test on a des tests unitaires, bien sûr, classiques, tout le monde connaît. On a des tests fonctionnels aussi. On utilise Calabash, donc des scripts Ruby, grammaire Gherkin.
On en a une cinquantaine à peu près, de bout en bout. Alors les tests fonctionnels, ça va être par exemple, je lance l'appli, je fais une recherche d'un restaurant à Paris 15e, je trouve liste de réponses, je clique sur le quatrième, je vais sur la fiche détaillée et j'arrive et j'appelle le professionnel. Jusqu'au clic sur le bouton. Ça, c'est fait partie des... En fait, il y en a une cinquantaine qui sont obligatoires. S'il y en a qui cassent, c'est... Problème business, on parle de l'argent. En production. La chose qui est intéressante là-dedans, c'est que c'est pas nous qui gérons ça. C'est intéressant. En fait, c'est l'équipe des QA, c'est les recetteurs qui s'occupent. Donc, ils ont une partie des recetteurs qui sont aussi automaticiens, qui s'occupent de... Donc, qui écrivent les scripts en Ruby et qui demandent une seule chose, qui est assez simple, c'est d'ajouter des accessibility identifiers sur nos objets, donc sur les boutons en l'occurrence. La plupart du temps, ça suffit. Après, des fois, il faut faire des petits hacks quand même. Mais en gros, ça a vraiment soulagé les devs parce que faire des tests fonctionnels, ça prenait quand même pas mal de temps au quotidien dans les CT. Et ceux qui ont la vraie maîtrise des scénarios de test, qui ont vraiment la maîtrise de fonctionnellement, qu'est-ce que l'application, qu'est-ce qu'on doit garantir en termes de qualité, ils avaient la philosophie et puis ils savent faire du Ruby. Ils aiment bien faire du Ruby, donc tant mieux. Voilà, donc ça c'est le test fonctionnel. Après on fait aussi des tests de performance avec Dynatrace. Je dis on fait, mais c'est parce qu'on les fait presque. Ils ne sont pas encore complètement branchés, il y a encore des trucs à tester. Il y a encore 2-3 petites choses à tester, mais en gros ce qu'on veut tester c'est les temps de démarrage de l'application, des temps d'ouverture de l'écran, par exemple combien de temps on va charger une fiche détaillée, qui est une des gros blocs et une des plus importants dans l'appli. Voilà. Et dernièrement, on est en train de brancher des tests automatisés des statistiques, c'est-à-dire qu'on veut garantir que ce soit AT ou XT ou WStat, ça soit les bons tags qui partent avec les bonnes variables de contexte, exactement ce qu'on attend. Parce que là aussi, il y a beaucoup de business derrière, donc ça, on doit absolument le garantir et on en a un peu marre de le faire un petit peu à la main, un petit peu automatisé, donc là, on va vraiment tout automatiser. C'est un chantier assez complexe. Alors une fois qu'on a vu quel test on a branché, et qu'on a vu quelle chaîne d'intégration on avait construite, après 9 mois, quel bilan, quel retour d'expérience? Alors déjà on va faire quelques chiffres et ça concerne uniquement iOS. C'est plus de 3200 intégrations, c'est un temps d'intégration entre 15 et 20 minutes par pull request, donc c'est assez conséquent, et entre 25 et 30 minutes pour les déploiements. On a plus de 1000, on a fait plus de 1140 pull requests, vous voyez très bien, et 1600 déploiements sur bêta. Une petite différence parce qu'on déploie aussi des versions release, on déploie des versions custom parfois. Donc Ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur le déploiement bêta, c'est que si aujourd'hui je me dis, bon ben voilà, quelqu'un vient me voir, me dit j'ai besoin d'application, c'est d'il y a 6 mois la version 8.3 que tu avais faite, il est autonome, il peut la récupérer en fait. Il y a l'histoire de toutes les versions qu'on a générées. Et donc, du coup, ils peuvent aller récupérer n'importe quelle version de l'histoire. Et donc, ça, c'est assez pratique. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais besoin de rebuilder les versions d'application. Et en fait, tout ça, ça nous a fait gagner 2 semaines en moyenne par release. En gros, avant, on shippait toutes les 8 semaines. Maintenant, on ship toutes les 6 semaines. En gros. On va revenir un peu plus loin. Donc, un bilan après 9 mois de notre BBM. Bon, en 9 mois, il y en a qui font un bébé et nous, on fait un BBM. Désolé, j'ai la place. Donc en gros, le premier bilan, c'est qu'on a initié une intégration continue qui est plus fiable parce que avant, le calcul que tu avais fait, Jeff, tu avais passé pas mal de temps sur le Jenkins et le GitLab. C'est à peu près 60% du temps, ça marchait. C'est ça à peu près. Aujourd'hui, ça marche à 99% du temps, quoi. Donc c'est pour nous énormément, un gain de temps qui est énorme. Ça fait des devs qui sont disponibles pour faire du développement, pour développer des features, éventuellement corriger des anneaux, mais en tout cas qui ne sont pas là pour excuse-moi, tu peux me faire une version machin, puis tu peux avoir une version pour ceci. Non, c'est pas mon travail, il y a une chaîne qui le fait tout seul automatiquement. Il n'y a plus de maintenance à faire sur Jenkins en l'occurrence. Et l'autre truc qui nous a vraiment permis de gagner du temps au quotidien dans notre travail, dans nos CT, dans nos feature teams, c'est que les devs et les QA sont vraiment, c'est très réactif, c'est-à-dire le QA va ouvrir sa Jira, son anneau, on va la corriger, on va pusher, on va le relire, ça va tourner, bref, une heure après, dans la journée, il va télécharger la version, il va valider que le bug est corrigé. Avant, il y avait la livraison du lundi. Il fallait attendre, donc si on était jeudi, il fallait qu'il attende lundi pour corriger les bugs et valider qu'ils avaient bien été réglés.
Là aujourd'hui, on a plusieurs builds par jour, donc c'est vraiment comme ça. Et ça marche aussi pour les users. Dès qu'une user est terminée, pas besoin d'attendre la livraison du lundi midi, qui des fois avait lieu le mardi parce que il y avait un problème de certificat sur la machine, ou il y avait un problème avec l'upload de bref, ça marchait. Maintenant, c'est le lendemain, la user elle peut être validée. Ça engendre donc une meilleure autonomie des équipes, parce que tu n'as plus besoin d'aller à droite, à gauche, voir le gars qui sait comment on gère le problème que tu as là. Ça a vraiment simplifié et vraiment industrialisé notre soumission à l'App Store. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on ship beaucoup plus sereinement en production qu'avant. Avant, on shippait en production un peu comme ça. Est-ce que je me suis pas trompé entre l'API key de dev et celle de prod? Est-ce que at screen j'ai bien mis celle de prod? Est-ce que, je sais pas, moi, pour les statistiques, j'attaque bien le bon serveur d'intégration? Aujourd'hui, toutes les configurations de notre produit sont générées et vérifiées automatiquement. Ça évite toutes les erreurs humaines et c'est beaucoup plus serein quand on part en production. Donc voilà, je les ai remis, j'ai remis le même bullet point que tout à l'heure, mais en gros, c'est 2 semaines de gagner sur chaque release. Donc faites le calcul par an, c'est pas mal. Alors par contre, évidemment, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, tout n'est pas encore parfait. On a deux principaux problèmes, c'est le temps d'intégration est limité à 45 minutes. Si vous faites tourner trop de tests Calabash, en fait Calabash c'est le truc qui nous prend le plus de temps à faire tourner. On est obligé un peu de les diviser pour pas atteindre la limite de 45 minutes parce que sinon après ça coupe quoi. Ça je pense que c'est du côté de Bitrise qui vont devoir améliorer. En fait il y a un problème de performance sur leur virtual machine, enfin, c'est pas un problème, mais il y a une limitation sur la performance des VM qui nous pose donc un problème pour Calabash, je le répète. Et l'autre chose qu'on aimerait vraiment beaucoup pouvoir faire, c'est avoir accès aux ressources internes de l'entreprise, donc les serveurs d'intégration à l'intérieur. Et nos Jira, en fait, on voudrait pouvoir brancher automatiquement la création des Jira lorsque dans les tests, il y a soit un crash, soit un problème, je sais pas, un tag de stat qui n'est pas le bon. On voudrait automatiquement pouvoir créer des Jira, et comme ils sont hébergés chez nous, on ne peut pas faire le lien entre les deux. La limitation, c'est pour ça que tu as mis la... Apple Watch, un petit device limité. Donc ça, c'est les principaux points qu'on a négatifs, gageons qui s'améliorent à l'avenir, je l'espère. Donc en résumé, le Bibot mobile, c'est l'exécution des tests et le déploiement, comme on l'a dit. C'est une vérification des différentes configurations. C'est beaucoup plus de sérénité dans les refactos et dans le développement. C'est une version à jour pour tout le monde, les QA, le market, même grand chef s'il veut. Et c'est une nette augmentation de la vélocité des équipes. Cependant, le point négatif, c'est que les perfs ne sont pas encore optimales à notre goût. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on est dispo pour répondre à toutes vos questions. Même celles auxquelles on n'aura pas de réponse, peut-être, je ne sais pas. On va voir. On va essayer. Faites-vous plaisir. Vas-y. Attends, combien de questions si on se plante? Vous êtes parti sur quel pricing? Du coup, j'imagine que sur Android, vous utilisez aussi. Ouais. Vous êtes parti sur. À la base, en fait, à la base, on avait essayé. Je vais répéter la question. La question, c'était sur quel pricing on est parti sur Bitrise et vu qu'on partage la iOS Android, combien de concurrence on a pris en fait sur l'intégration continue. À la base, on avait essayé 4. Ça marchait, 4 concurrences, mais en fait, quand il y avait beaucoup de développeurs, quand c'était des périodes de rush, il y avait beaucoup de pull requests qui se faisaient en parallèle et donc ça faisait beaucoup, ça se queuait beaucoup en fait. Et donc du coup on est allé à 10 concurrences et au final ça fait 500 € par mois. C'est pas si cher que ça comparé au temps qu'il nous fallait pour maintenir la chaîne d'intégration qui était beaucoup plus élevé au final en termes de coût de dev. C'est un jour de TGM. C'est ça. Plusieurs questions. Sinon, on serait pas timide. Du coup, vous faites comment exactement pour mettre en prod dans le sens où vous faites une version en dev, je suppose, qui est testée, et une fois qu'elle est validée, est-ce que vous rebuildez de nouveau une version qui là partira en prod, ou est-ce que vous avez un système qui permet de valider précisément cette version? Alors, sur toutes les nuits sur la branche développe, il y a une vérification qui est faite de la conf de production. En
fait, on fait un build de production, toutes les lignes. L'autre chose qu'on fait, c'est quand on a fini tout le scope fonctionnel et qu'on a corrigé toutes les Jira, on crée une branche release sur laquelle on va effectuer une non-régression, qui est des tests manuels poussés de l'appli pour voir que font l'équipe de recettes pour garantir, parce que même s'il y a plein de tests, des fois on n'a pas 100% de couverture des tests, je ne vous le cache pas. Cette version-là, cette branche-là, elle est très stable et à un moment, donc pareil, c'est buildé toutes les nuits pour vérifier ça. Et à un moment, en local, on exécute un workflow Bitrise qu'on n'a pas présenté là. Ouais, on n'a pas présenté, ben en fait, on appelle Bitrise en local. C'est juste une commande, c'est Bitrise Run Production. Et en fait, ça appelle les mêmes workflows qu'on a déjà prêts. Ça exécute les tests, ça fait tout passe, ça le fait en local parce que les certificats de production ne sont pas sur le serveur de Bitrise, ils sont que sur nos machines à nous. Et donc, du coup, ça permet de déployer sur l'App Store. Mais il n'y a pas d'erreur humaine puisque du coup, c'est qu'une commande à lancer sans configuration. Ça répond à ta question. Ouais, j'avais une petite question. En termes de migration ou à défaut de mise en place de tout votre système, combien de temps ça vous a pris à combien de personnes? Plus formation. Alors, combien de temps ça nous a pris Mise en place, il y a deux choses, il y a mise en place et après il y a l'évolution où on n'a pas réussi à fond dessus, mais des fois on avait telle idée pour faire tel truc. Alors, on était dans l'équipe qui l'a fait, on était 2. Mais il nous a fallu en gros 1 mois pour pouvoir tout mettre en place. On a fait pas mal de tests sur le monde, on a fait pas mal de modules. Et après, au fur et à mesure, ça a évolué, au fur et à mesure des besoins. On a dit, bon, ben voilà, là, il nous faut ci, il nous faut ça, on les a développés au fur et à mesure. Mais après, ça coûtait beaucoup moins cher puisque le gros était déjà fait en fait. C'est vraiment dire, ben voilà, il faut qu'on rajoute un script par exemple pour pouvoir vérifier la configuration de Xcode parce que c'est quand même critique. Il faut qu'on rajoute un script qui fait ça, il faut qu'on rajoute ci, il faut qu'on rajoute ça. Et au fur et à mesure, c'est juste des petits add-ons en fait. En termes de coût de formation, ça a été 0 puisque c'est l'équipe technique qui s'en est occupée et vu que les développeurs, au final, ne l'utilisent jamais, ils n'en ont jamais besoin, c'est juste. Ils mettent jamais les mains dedans. Mais tout ce qu'ils ont accès, c'est aux builds qui sont générés. Ils peuvent aller dessus pour voir s'ils veulent, mais en général, ils n'y vont pas. Et ils n'ont pas forcément eu besoin de formation, en fait, puisque c'était automatiquement intégré dans GitHub. Et pour le QA, on a fait un peu de documentation parce qu'ils ont eu une app en fait, qui est apparue qui leur permettait de télécharger des versions d'application. En fait. C'est la seule formation qu'il y a eu au final. Et le dashboard et l'interface étant assez joli, simple, enfin les friendly quoi. Et, du coup, quand tu veux aller voir tes rapports parce que ton test, ça a cassé quelque part, bah, c'est très simple. Il y a pas, c'est une interface web vraiment jolie. C'est assez basique. Quelques screenshots que tu as montré, c'est des gros boutons. Tu vois tout de suite, le log est clair. Côté dev, c'est plus, c'est easy quoi. J'ai plein de questions. Vas-y. En fait, on utilise Bitrise aussi, du coup. Ok. Les provisioning profiles et les certificats, vous les gérez comment? Vous avez dit que vous les avez en local. Uniquement pour la production. Tous les autres sont sur Bitrise. D'accord. Et pour la production, vous faites comment en fait, du coup, avec les certificats en local? Ils sont juste installés en local sur la machine et on fait un Bitrise Run Production. Et en fait, ce qu'on a en local, c'est qu'on a le workflow qui est sur Bitrise. Oui. Il est copié aussi en local dans le repository. Donc du coup, qu'on veut le run, on se met juste dans le dossier, on fait Bitrise. Ça marche. Du coup, vous avez Bitrise aussi en local. C'est ça. Ok. Pour les lenteurs, effectivement, on a le même problème. Notre build prend 30 minutes. On a dû faire un peu arnaquer le système de build pour éviter de dépasser les 45 minutes. Parce qu'à un moment donné, on était à 43. Du coup, est-ce que vous avez contacté Bitrise Alors ouais, on a contacté Bitrise, ils sont super cool. Pendant longtemps en fait, on a parlé pas mal avec leur CTO, Victor Benray. Et en fait, si vous voulez augmenter le plafond, vous lui demandez. Et il va le faire. Ah ok. Voilà, vous lui dites il nous faut tant de temps, il va dire ok, je vous l'active, pas de problème. Et comme on a pas mal participé à faire des modules aussi, donc il était assez cool. Et l'autre truc aussi, c'est par exemple ce qui prend du temps, c'est qu'à la bâche, on fait tourner que la nuit. Dans la journée, quand on ship, quand on pull request, il n'y a pas un test fonctionnel qui passe. C'est uniquement la nuit. Un truc aussi, si tu veux pouvoir tricher, parce qu'au final, comme on a pas mal de problèmes avec la bâche, si tu veux tricher, quand tu fais ton workflow, à la fin de ton workflow, tu fais un wget vers l'URL, vers l'API Bitrise pour appeler notre workflow en fait. Et comme ça, du coup, tu peux les chaîner devant la suite des autres et tu peux cheater les 45 minutes autant que tu veux en fait. Et c'est bon à savoir. Est-ce que vous avez essayé d'autres solutions comme Bodybuild Alors non, à l'époque, il n'y avait pas Bodybuild où c'était très jeune qu'on a commencé ça. On avait regardé Circle,
Mais en fait, le gros avantage qu'on a avec Bitrise, c'est tous les composants qui étaient déjà faits en fait. Parce que du coup, ils ne voulaient pas maintenir les composants, ils ne voulaient pas maintenir tout ça en fait. Et donc du coup, la plupart ne les proposaient pas. Et BuddyBuild, encore une fois, ils étaient trop jeunes, donc on ne savait pas. Si on devait changer, je pense qu'on resterait sur la même chose, ou bien on prendrait les composants de Bitrise et on les mettrait sur notre plateforme. Parce qu'au final, c'est vraiment la force, c'est vraiment là, quoi. On n'a pas besoin de maintenir et ça supporte toute la couche qui est au-dessous. Cool. Dernière question. Vous avez essayé Fastlane sur Bitrise? Un tout petit peu au début, et au final, on n'a pas gardé Fastlane parce que on n'avait pas réellement le besoin en fait. Fastlane, ça peut être pratique si on veut faire une autre abstraction en plus et pour pouvoir utiliser l'intégration continue sur différents systèmes qui n'utilisent pas Bitrise en fait. Mais vu que Bitrise, on peut le télécharger avec un brouillon installé Bitrise, donc du coup, on n'est plus de problème en fait. Ok, merci. C'est bon, je tape le micro. Si, c'est pour. Du coup, vous exécutez des tests fonctionnels. Ça veut dire que il y a un device sur Bitrise, on peut exécuter des tests sur des devices du coup? C'est des machines virtuelles. Ouais, c'est sur du simulateur. Après, si tu veux faire sur du device, ils ont des composants qui permettent de travailler avec AWS, Device Farm, je sais pas quoi, et Xamarin Test Cloud. Par contre, ça coûte une jambe, quoi. Mais tu peux le faire tourner sur tous les devices du monde. D'accord. Mais du coup, il y en a qui sont déjà proposés via Bitrise si on veut faire des tests Non. simples. Non. Mais l'émulation, si. Si, il y a le simulateur. Ouais, d'accord. Merci. Pas d'autres questions? Dernière chose, si vous êtes dev iOS, Android ou Java, chargez-vous. En externe, en interne, enfin en mission et en CDI. Si vous êtes intéressé, vous avez les contacts ici. Merci beaucoup. Merci.